sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrover. C'est à son domicile de Sorvilliers dans le Jura bernois que j'ai rencontré mon invité pour préparer cette émission. Une ancienne ferme qui a gardé quelques fonctions animalières. Avant de démarrer l'interview, je déplace ma voiture, je bloque la porte de l'écurie. On visite rapidement. Dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu es. En admettant que ce soit vrai, j'ai clairement affaire à un touche-à-tout. Des formules chimiques au mur, une grange qui est retapée pour y installer des jeux inventés pour ses enfants, des planisphères aux toilettes, une montre qui tourne à l'envers. Ça lui plaît à notre invité, ce qui n'est pas attendu. Changer de paradigme, une envie constante dans son travail et dans l'éducation de ses enfants. Comme la curiosité. Dans le salon, on trouve de nombreux instruments de musique, batterie, flûte de pan, guitare. Quand je suis retourné dans la pièce, après avoir déplacé ma voiture qui bloquait justement, il était en train de jouer d'un instrument canadien à percussion que je n'avais jamais vu dans ma vie. Il m'explique qu'il les pose partout pour exposer ses enfants. Ils les essaieront quand ils auront envie. On parle de pédagogie, de science, de vulgarisation, de créativité, mais aussi d'horlogerie. Et c'est ça qui l'amène dans cette émission ce soir. Bonsoir Richard Emmanuel Istès. Bonsoir. On va parler avec vous de No Clock, un projet de montre en kit piratable. On y reviendra, mais avant, si vous voulez bien, revenons un peu sur votre parcours, qui est quand même pas un parcours courant. Si on vous demande aujourd'hui votre profession, vous répondez quoi ? Je réponds que je suis consultant en ingénierie cognitive et en communication des sciences. C'est-à-dire que je m'intéresse en fait à tout ce qui touche aux conditions de production, de mise en forme et de communication des savoirs savants et des savoirs techniques. Ça se décompose en plusieurs volets. Le premier, c'est un volet académique, exploratoire, d'ailleurs dans lequel j'inscris le projet No Clock dont nous allons parler tout à l'heure. Le deuxième est un volet de communicant, formation, conférences, etc. Le troisième, c'est un volet de conseil pour des entreprises, des hautes écoles, universités. Et puis le dernier, c'est un volet de gestion de projet. Vous êtes chimiste de formation, comment on passe de chimiste à ça ? Je me suis toujours intéressé à la chimie, étant né dans un milieu de chimiste, mais j'ai toujours été surtout intéressé par les choses que je ne comprenais pas, les choses différentes. Et ça a posé des soucis à mes parents d'ailleurs, parce que j'avais tendance à fréquenter les enfants qui étaient un petit peu turbulents. Et ça n'a pas raté dans la suite. J'ai toujours eu envie de m'intéresser à autre chose que ce qu'on attendait de moi. Et ça m'a amené à faire bien d'autres choses que de la chimie. Est-ce que les sciences dures, comme on les appelle parfois, sont trop carrées pour vous ? Oui, pour moi, elles sont très formatrices. Je suis scientifique de formation et je suis scientifique dans ma tête. Même si j'ai un doctorat de philosophie, je me considère plus chimiste que philosophe. Mais en effet, j'ai toujours eu envie de sortir de cette boîte-là et j'ai toujours été attiré par la manière de penser des sciences sociales, mais aussi des artistes. Vous êtes français, votre parcours vous a emmené à Paris. Comment on passe de Paris à Sorvilliers ? En tombant amoureux. Ah, c'est ça. Oui. Amour qui vous a emmené dans cette commune du Jura bernois. Dans votre parcours, vous avez été aussi recteur de la HEP Béjune pendant une année avant d'arrêter d'un commun accord. On ne va pas revenir longtemps sur cet épisode, mais qu'est-ce qui a fait que le mariage n'a pas pris ? Vous l'avez dit, je suis partisan et j'aime beaucoup les changements de paradigme, ce qui n'est pas forcément facile à vivre dans une institution. Je suis également peut-être un peu trop créatif et trop impatient pour une institution comme celle-ci qui a besoin de temps pour évoluer vers une réelle prise en compte des enjeux de la formation des enseignants du XXIe siècle. Ceci dit, je suis extrêmement content et fier d'avoir fait ce passage-là. Je ne regrette absolument pas et je crois qu'actuellement la HEP est en d'excellentes mains en la personne de Maxime Zaubert. Aujourd'hui, vos enfants ils suivent l'école publique. En Suisse, quel regard le docteur en sciences de l'enseignement porte sur le système éducatif suisse ? Écoutez, avec ma compagne, nous avons acheté une maison en France et nous en avons une en Suisse et nous avons décidé de mettre nos enfants à l'école en Suisse. Donc en tant que Français, je considère que l'école suisse est de loin préférable à l'école française. On a la chance à Sorvilliers d'avoir une école primaire à degrés multiples, ce qui est extrêmement bénéfique pour les enfants. Et j'aime beaucoup la manière dont l'école se déroule et forme les futurs citoyens. Évidemment, j'aurais parfois envie qu'elle laisse un peu plus s'exprimer la créativité des enfants et qu'elle développe ce que je considère comme des compétences essentielles pour le XXIe siècle.
c'est-à-dire la créativité, comme je l'ai dit, mais là aussi la collaboration, le travail avec le numérique et une certaine impertinence, parce qu'il me semble que, comme l'a dit Einstein, on ne résout pas les problèmes avec les systèmes de pensée qui ont conduit à les générer, et on va avoir vraiment besoin de gens qui sachent penser en dehors du cadre. L'éducation évolue plus lentement que la société ? Oui, et c'est bien normal, parce que l'éducation ne peut pas céder à toutes les modes, mais il ne faut pas non plus qu'elle se laisse distancer. Depuis 2015, comment vous avez organisé vous êtes consultant, donc comment vous avez organisé cette nouvelle vie ? En fonction des contacts que j'avais, et puis des envies, en fonction de mes compétences que j'essaye de valoriser, de mettre au service des gens qui me la demandent. Mais je suis essentiellement guidé par ma passion et j'adore passer d'un sujet à l'autre au gré des opportunités. Ça colle davantage aux généralistes que vous êtes ? Oui, et d'ailleurs, quand vous arrivez sur un poste un peu spécifique, on attend de vous des compétences spécifiques également, et celles que vous avez qui dépassent peuvent inquiéter. Alors que quand vous êtes consultant, au contraire, plus vous avez de cordes à votre arc et plus vous êtes intéressant, et c'est ce dont j'essaye de jouer, sans jeu de mots. On imagine volontiers que quelqu'un qui a le parcours académique que vous avez, les connaissances multiples que vous avez, s'épanouirait dans une ville. Pourquoi être resté à Sorvilliers ? Par amour ? Parce que le monde est un grand village, et donc Sorvilliers est de toute façon, dans le monde actuel, tout à fait un lieu depuis lequel on peut travailler, depuis chez soi ou grâce au train. Mais oui, en tout cas par amour, entre Paris et Sorvilliers, mon cœur ne balance pas, j'ai choisi la campagne. Parmi les nombreux projets que vous avez, il y en a un qui aboutit en ce moment même, No Clock. C'est pas un projet individuel, hein, vous étiez plutôt bien entouré. Est-ce qu'avant d'en venir au produit, vous pouvez brièvement nous faire la genèse de ce projet ? Oui, alors vous savez que depuis quelques années, on voit apparaître un mouvement qu'on appelle le mouvement des makers, le mouvement des Fab Labs, avec l'objet le plus emblématique dans les Fab Labs qui est l'imprimante 3D qu'on commence à voir apparaître dans le commerce et donc chez les particuliers. On peut juste définir les makers pour ceux qui ne connaissent pas. Les makers, oui, c'est malheureusement un terme anglais. On a on n'a pas beaucoup de termes français pour décrire ce mouvement-là. Ce sont des gens qui sont des bricoleurs, des geeks, encore un terme anglais, des gens qui peuvent être informaticiens, mais qui sont touche à tout et qui ont envie de se réapproprier le rapport à l'objet. Et quoi de mieux qu'un Fab Lab pour ça ? Alors, on trouve des imprimantes 3D un petit peu partout, et mon collègue et ami Paul Junot, un jour est venu voir Elmar Mock, donc le co-inventeur de la Swatch et fondateur de Créaolique, en lui proposant d'imprimer des lunettes de montre avec une imprimante 3D. Il a semblé intéressant à Elmar Mock d'explorer ce lien entre le monde des makers, qui est très ouvert, et le monde un peu plus fermé, et c'est bien normal, puisqu'il y a des questions de propriété intellectuelle qui se jouent et qui sont très sensibles, qui est celui de l'horlogerie. Il m'a contacté, j'étais en train de monter un projet de Fab Lab à Delémont, dans le nouveau bâtiment de la HEP, justement, et ensemble, on s'est réunis, le courant est extrêmement bien passé, et on a fondé ce projet qui est devenu tout autre chose que simplement imprimer des lunettes de montre. On était très complémentaires, très différents, ça ne nous a pas facilité la tâche, mais à mon avis, c'est ce qui a permis de faire quelque chose d'un peu disruptif. Vous venez d'évoquer Elmar Mock, le co-inventeur de la Swatch qui parraine le projet, et c'est cette société Créaolique qui a participé à son développement. Nadia Schmirou s'est promenée avec lui, il lui a montré comment imprimer une boîte de montre avec une imprimante 3D. Sortie de boîte. Alors là, on va essayer d'imprimer une boîte justement de No Clock, pour montrer que ça peut se faire. Donc cette machine va tourner grâce à un programme qui est sur l'ordinateur, et elle fond la matière plastique et la répartit couche après couche, dans des couches très fines de quelques dixièmes de millimètre, ce qui permet, comme on faisait à l'époque les cartes de géographie en 3 dimensions, en faisant dans le fond en répartissant à chaque hauteur d'altitude une forme donnée, on arrive à reconstituer une montagne, une vallée. C'est le même principe. Dans le fond, c'est des couches superposées qui donnent naissance à un objet qu'on avait d'abord pensé strictement virtuellement. Je me réjouis de voir, c'est assez impressionnant
impressionnant de voir ça. J'imagine la première fois. C'est vrai que ça fait tellement longtemps que j'en vois ça fait longtemps que ça existe. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec ces technologies. D'abord, c'était à l'externe. C'était donc ce qu'on appelait de la stéréolithographie. Donc, c'était un bain d'époxy sur lequel circulait un rayon laser qui durcissait la surface. C'est dans le fond comme un phénomène de photorésiste. Et ça permettait dans le liquide de gélifier la forme au fur et à mesure. Et on l'applique toujours. C'est la petite machine qui est sur le côté, c'est l'eucalyptus de chapeau rouge. Ça, c'est une stéréolithographie. Donc, on part d'un liquide qu'on gélifie. Tandis que les autres techniques qu'on a ici, c'est des techniques par fusion. Donc, c'est toujours du polyadditif. Mais là, on a un fil de polymère qui est introduit dans une petite buse qui va fondre ce fil et laisser derrière lui une trace. Imaginez qu'un schneck circule longtemps à la même place. Il va laisser de la bave derrière lui. Et s'il suit un certain contour, cette bave va créer une forme. Pour Créaolique, en fait, expliquez-nous un petit peu ce lieu où on en découvre 1000 facettes. Donc Créaolique, on a 31 ans, on est donc 60 collaborateurs et on travaille essentiellement dans l'art, se réinventer. Comment faire que après-demain soit différent de hier. Sortie de boîte. Le boîtier est imprimé et nous sommes de retour dans notre studio de Tavannes en compagnie de Richard Emmanuel Istès, cofondateur de NoClock. Travailler avec des gens comme Elmar Mock, ça vous apporte quoi ? C'est extraordinaire. D'ailleurs, qu'on ne s'y trompe pas, Elmar Mock nous décrit le principe d'imprimante 3D, mais dans ce projet, c'est lui le visionnaire. Et d'ailleurs, un caractère qu'il a donné à la société Créaolique, qui a beaucoup investi dans ce projet, sans absolument être sûr que ça allait pouvoir avoir des retombées. On trouve rarement des sociétés qui sont prêtes à investir autant, juste pour apprendre de nouvelles choses, par curiosité. Et là, de ce point de vue-là, on s'est bien trouvé, parce que de mon côté, c'était exactement ça que je cherchais. C'était apprendre, comprendre comment, qu'est-ce qui émerge du télescopage entre un monde aussi ouvert que le monde des Fab Labs et un monde fermé comme celui de l'horlogerie. Alors on va arrêter là le suspense. NoClock, une montre à câble, vous écrivez, piratable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une montre qui est d'abord en kit. Mais si vous réfléchissez bien à ce qu'on fait des kits en général, il y a trois possibilités. La première, c'est d'avoir un peu comme dans un kit Ikea, tout un ensemble de pièces qui doivent converger vers un objet unique, rarement modulable ou alors très très peu. Vous avez aussi des kits qui ont des démarches que je qualifierais plutôt de parallèles, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de pièces, vous les choisissez, vous allez pouvoir faire beaucoup d'objets finaux. Mais une fois que vous aurez choisi vos pièces, il n'y aura qu'un seul objet final possible. Nous avons voulu développer une approche divergente, c'est-à-dire un minimum de pièces, avec la possibilité pour le bricoleur ou la bricoleuse, parce que ça s'adresse bien sûr à tout le monde, aux enfants comme aux adultes, aux hommes comme aux femmes, la possibilité d'obtenir une infinité de montres possibles en intégrant des objets, des outils que les gens peuvent trouver chez eux. Vous entendez que les gens maltraitent, déforment votre produit ? Oui, alors évidemment, on peut faire une montre standard à partir du kit. Il n'y a aucun problème, mais c'est vraiment pas le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de justement la personnaliser. Mais on a conçu la montre avec deux caractéristiques. La première, c'est qu'on a voulu que les gens puissent intervenir le plus possible sans que ça nécessite des compétences professionnelles. Je fais souvent la métaphore de la purée Stocky, qui est typiquement cet exemple-là. Une purée que vous achetez dans un magasin près de chez vous, vous ne voulez pas l'acheter en boîte. Personne n'a envie de démouler une purée dans son assiette. On a envie de faire un petit peu quelque chose quand même. Mais si ça devient trop compliqué, alors autant acheter les vraies pommes de terre et puis les éplucher, etc. Donc premièrement, on a essayé de trouver le niveau optimum pour que les gens puissent intervenir au maximum sur la montre. Et notamment, on voulait absolument qu'ils puissent poser les aiguilles pour qu'ils puissent personnaliser le cadran. Donc ça, c'était la première caractéristique. Et la deuxième, c'est qu'on a voulu qu'ils puissent aller plus loin que ça. C'est-à-dire que de même qu'avec de la purée Stocky, vous pouvez transformer les flocons de pommes de terre en confetti d'anniversaire, et bien la NoClock, vous pouvez la hacker. Vous pouvez décider que vous enlevez tout ce qui est dedans
et que vous mettez un liquide, puisqu'elle est waterproof, pourquoi pas mettre un liquide à la place du mouvement. Vous pouvez mettre une plante qui va se flétrir et qui va donner une indication du temps qui passe. Vous pouvez mettre la dent de lait de votre chat, les cendres de votre grand-mère, enfin ce que vous voulez en fait. Parce que concrètement, le mouvement, il est fait. Le mouvement est fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on trouve dans le kit ? Alors le mouvement est fait, il est fait en Suisse. On tenait absolument à ça. Ce n'est pas le cas du reste, malheureusement. Pour des raisons de quantité, on ne pouvait absolument pas produire en Suisse. De coût aussi ? De quantité, donc de coût. Oui, de coût. Là, ouais. Le coût à la pièce sur les petites quantités est trop important. On n'aurait probablement pas vendu beaucoup. Donc on trouve le mouvement et on trouve tout ce qui va permettre de faire la monte, c'est-à-dire une glace, un container, une pièce, enfin différentes pièces qui permettent, des joints, des pièces qui permettent de maintenir le mouvement et le cadran à l'intérieur. Il y a des aiguilles et des cadrans, mais on incite vraiment les utilisateurs à changer et à fabriquer leur propre aiguille, leur propre cadran. Il y a des photos d'ailleurs que vous pouvez voir sur notre site internet. Le financement de NoClock s'est fait via une campagne participative sur la plateforme We Make It. Vous avez dépassé largement l'objectif. Pourquoi être passé par ce mode de financement et pas par un mode plus traditionnel ? Également parce qu'on souhaitait explorer le plus possible les possibilités de NoClock. Alors premièrement, quand vous voulez lancer un nouveau projet, si vous cherchez des investisseurs, il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire et qui va l'acheter. Ce qui n'était absolument pas notre cas, ni pour le premier point, ni pour le second. Donc, c'est tout simplement beaucoup plus sécurisant de lancer une campagne de financement et puis s'assurer qu'on a des précommandes avant de produire. Ça, c'est très classique. Mais ce qu'on voulait aussi, c'est comprendre ce que les gens allaient faire avec notre idée. Et pour ça, rien de mieux que d'avoir un contact privilégié avec eux. Avec cette campagne de financement participatif, c'était possible. Et à partir du moment où on va les livrer, on va continuer à s'intéresser à eux, et même encore plus qu'avant, puisqu'on va vraiment essayer de savoir ce qu'ils font avec. Et ce faisant, cette campagne de financement participatif, non seulement on nous sécurise d'un point de vue financier, mais surtout va constituer une sorte d'étude de marché. Parce qu'il y a un côté expérimental, vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, que vous assumez tout à fait. Vous espérez quoi ? On espère que les gens les utilisateurs de NoClock vont constituer une communauté d'où vont émerger des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est vraiment mon attente principale. J'ai envie de me dire waouh, incroyable, ils ont fait ça. Et si on y arrive, à ce moment-là, on aura déjà une très grande satisfaction. Ce que j'espère aussi, d'un point de vue un petit peu plus théorique, c'est que NoClock puisse constituer une sorte de paradigme expérimental pour une nouvelle manière de faire l'industrie. Il s'agit ici rien de moins que de co-construire un objet courant entre l'industriel et l'utilisateur. On ne lui donne pas le choix entre des pièces de différentes couleurs qu'il va pouvoir choisir. Ça, c'est pas de la co-construction. On lui donne un kit de base minimal et on attend de voir ce qu'il fait avec. Les makers, vous en parliez tout à l'heure, ces geeks, ces gens qui bricolent. Vous savez déjà si vous avez réussi à les toucher ? Oui, on le sait. On sait que pas vraiment. D'accord. Parce qu'un maker, par définition, il n'a pas envie qu'on lui donne un kit. C'est déjà trop. Il a envie de se trouver une vieille montre, de la démonter et de la remonter à sa façon. Alors, qui sont vos clients ? Eh bien, nos clients, c'est plutôt des gens qui ont envie de vivre une expérience créative. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on essaye de comprendre avec Créolique ce qu'on peut attendre de ce lien avec les makers. Probablement un état d'esprit, pas seulement des outils. On caractérise souvent les Fab Labs par les outils, mais il y a bien plus spécifique aux Fab Labs que les outils. Il y a tout un état d'esprit, de créativité, de collaboration, d'interdisciplinarité, d'open source. Et on essaye de comprendre ce qu'on peut retirer de là. Sans voler non plus cet état d'esprit et le dénaturer, le détourner. Il faut faire attention de ne pas capter les valeurs du mouvement maker, mais juste essayer de comprendre comment on peut utiliser cette envie chez les makers de changer le monde pour effectivement le changer dans la production industrielle. Donc la production se fait en même temps. En ce moment, les premiers kits vont être envoyés sous peu, c'est ça ? Oui, bien sûr, il faut qu'ils soient envoyés avant Noël. Voilà. On fait absolument tout pour que ce soit possible. Donc ça arrive, il y a encore des commandes qui arrivent chez vous, mais la suite du projet, c'est quoi ? Vous êtes fixé des objectifs de rentabilité ? Non, c'est fixer un objectif de rentabilité intellectuelle et en termes d'apprentissage.
Aucun de nous n'a véritablement envie de se lancer dans une grande start-up. On serait plutôt intéressé par trouver un champion, un investisseur qui aurait envie de reprendre ce projet. Vous pouvez lancer l'appel. On peut, voilà, exactement, pourquoi pas. Si quelqu'un nous écoute, si un investisseur nous écoute, ça peut être une marque de montre, ça peut être n'importe qui d'autre, ça peut être Lego, ça peut être Ikea. La No-Clock est hackable, piratable, comme vous avez dit, donc elle peut s'intégrer n'importe où, elle peut être dénaturée, c'est d'ailleurs ce qu'on souhaite. Et donc quiconque aurait une bonne idée pour utiliser No-Clock serait le bienvenu pour récupérer ce concept. Si un investisseur écoute, vous avez des conditions à la reprise ? On verra, on discutera avec lui, mais en fait, c'est vraiment, pour nous le plus important, c'est d'avoir fait quelque chose de nouveau, de disruptif, une espèce d'ovni qui existe comme existe une exposition dans un musée. Quand elle est terminée, on peut plus la voir. Mais si elle était vraiment originale, elle existe et elle a marqué son temps et pourquoi pas le monde. Un argument que vous pouvez peut-être faire valoir, c'est que votre projet ne risque pas trop les contrefaçons. Exactement, c'est intéressant parce que dans notre perspective, dans notre état d'esprit, la contrefaçon perd tout son sens. Rien n'est protégé et bien au contraire, on dit aux gens, allez-y, prenez, hackez, copiez et faites-en ce que vous voulez. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans le monde horloger. Marie-Lise Saillard, elle, est bien vraie et originale. C'est l'heure de sa traditionnelle chronique horlogère. Pile à l'heure. Faux. C'est faux. Totalement faux. Pas du tout ça. Dans la vie, il y a plein de trucs faux. Le nez d'Angelina Jolie, les fesses de Kim Kardashian, l'humanité de Kim Jong-un, l'intelligence de Donald Trump. Fake news. Faux médicaments, cigarettes de contrebande, interrupteurs copiés, aucun secteur ou presque n'est épargné. Le monde du luxe est particulièrement visé par la contrefaçon. Si vous allez faire un tour au marché de la ville italienne de Vintimille, par exemple, vous serez étonné par le prix des sacs Vuitton, Dior ou Gucci. C'est pas cher. Oui. Alors bien sûr, l'horlogerie n'y échappe pas. Dans ce domaine aussi, surtout, il y a de la contrefaçon. Et il faut bien le reconnaître, les champions du monde de la production de fausses montres suisses, ce sont les Chinois. Champion du monde. Le marché aux montres de Guangzhou bat tous les records. Ces 3000 vendeurs alpaguent les clients et discutent les prix avec eux. On y trouve tous les modèles de montres suisses de luxe qu'on peut imaginer. La Fédération de la haute horlogerie estime que 40 millions d'imitations sont produites chaque année, soit 10 millions de plus que les vraies montres suisses. Les grandes marques tentent de lutter contre ce phénomène. Elles mandatent des enquêteurs un peu partout dans le monde. Je suis filé à Sfog et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Info Suisse est une société coopérative qui existe depuis plus de 100 ans et qui est basée à la Chaux-de-Fonds. Cédric Guillot, qui est avocat et responsable du service de propriété intellectuelle, il nous donne son avis sur la contrefaçon. On peut par exemple enregistrer ces modèles ou ces marques auprès des douanes qui vont faire des contrôles et puis qui vont signaler ce qui passe la frontière. Info Suisse est là aussi pour ce genre de choses et pour représenter le client dans ce genre de situation-là. La contrefaçon est quand même le fait de mafias, en général d'organisations assez structurées, ce qui fait que c'est un problème qu'on ne va pas réussir à enrayer comme ça facilement. Donc il faut en général beaucoup de moyens pour des effets qui sont minimes, voire nuls. Et puis on n'a pas beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à les engager, c'est ça. Il y a un côté fataliste dans ce que vous me dites. Il y a un côté un peu fataliste, oui. Mais après, il y a la Fédération horlogère qui lutte aussi contre la contrefaçon, notamment sur Internet, et qui fait beaucoup de travail quotidien pour lutter contre la contrefaçon en ligne, etc. Et là, par contre, je pense que ça vaut la peine à ce niveau-là d'agir, d'avoir ce partenariat avec la Fédération horlogère pour que c'est un effet, en tout cas sur Internet. La vraie réponse à la contrefaçon est certainement politique, mais la loi ne suit pas toujours. Même en Suisse, il n'est pas interdit de détenir une fausse montre. Pile à l'heure. Pile à l'heure qui marque la fin de cette émission. Nous recevions ce soir Richard Emmanuel Istès, cofondateur de No-Clock, chimiste, pédagogue, philosophe et j'en passe. En admettant que le projet No-Clock trouve un investisseur, c'est plus entre vos mains. C'est quoi votre prochain projet ? Mais j'ai un certain nombre de projets en cours qu'il s'agit déjà de mener à bien. J'essaye également de ne pas en avoir trop pour laisser la place à la surprise, aux opportunités, pour aussi me laisser du temps pour mes loisirs et pour mes enfants. Mais disons qu'en 2018, je sais déjà qu'il faudra que je concrétise un ouvrage collectif que je coordonne, qui est un précis de philosophie de la chimie, qui n'est pas une mince affaire, parce que coordonner des philosophes à distance, en plus, c'est pas simple. J'ai plusieurs tournées de conférences expérimentales qui s'annoncent en Italie au printemps et puis en Afrique australe probablement en fin d'année.
Et puis j'ai la chance d'être investi dans différentes associations dans le Jura bernois et dans le Jura, comme l'association Usine Sonore que je préside, qui a un gros projet de développement de centre de médiation culturelle musicale sur la ville de Bienne, ou également de faire partie du comité de l'association Circosphère à Delémont. Et je tiens beaucoup à cette vie culturelle qu'on a beaucoup de chance d'avoir dans la région, et donc je compte m'y investir également. On se reverra peut-être d'ailleurs pour en parler. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Volontiers, merci à vous. La semaine prochaine, Sortie de boîte revient dans un format un peu spécial, un entretien long avec Stéphane Garelli, professeur d'économie à l'IMD et à HEC Lausanne, ancien président du conseil d'administration du journal Le Temps. Il est l'invité en ce moment de la Banque cantonale du Jura, où il évoque la situation et les perspectives économiques. Nous l'avons rencontré pour en parler. On évoquera aussi l'industrie 4.0 et l'avenir des médias en Suisse avec lui. Vous l'entendrez jeudi prochain, même heure, même endroit. Excellente soirée. Sortie de boîte.